Omar Slaouti, vous avez eu une carrière politique, hein, ça j'avais oublié de le dire, au nouveau parti anticapitaliste en tout cas, et vous faites partie de, je disais, de plusieurs collectifs. Alors, pourquoi être passé d'un parti politique au collectif pour lutter contre les discriminations et contre le racisme? C'est un débat qu'on pourra avoir tout à l'heure avec la salle, mais d'abord, j'avais envie, pour ceux qui ne vous connaissent pas, un mot sur vous. Vous étiez porte-parole de la dernière manifestation du 19 octobre, du 19 mars dernier à Paris. Non, tout d'abord, pour clarifier les choses, il y a des endroits où on fait carrière, il y a des endroits où on fait de la politique, mais où c'est écrit d'avance que tu ne feras pas carrière, parce que c'est dans le code génétique de ces organisations. Donc j'ai été, c'est vrai, il y a 55 militants au NPA. Depuis 5 ans, j'ai quitté ce parti politique, pour des raisons politiques évidemment, mais surtout, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on fait de la politique en dehors des partis politiques aussi. J'ai même envie de dire, on en fait beaucoup. Il y a des militants ici et des militantes associatifs depuis un paquet de temps, des membres de certains collectifs, et je pense qu'on mouille la chemise tout autant que dans des organisations, quelles qu'elles soient. Et c'est ça la bonne nouvelle d'un certain point de vue, parce que ce sont des engagements qui nous poussent à faire bouger les lignes un peu partout d'où nous sommes. Et je délégitime ni les partis, ni les uns ni les autres dans cette affaire-là. Le deuxième aspect, je voulais intervenir ici au nom de ma personne simplement, en tant que membre du collectif Justice et Vérité pour Alésiri, un monsieur de 69 ans qui est décédé dans ma ville à Argenteuil après avoir été arrêté par la police. Donc 69 ans, c'est quand même du lourd. On est loin du cliché du jeune avec la casquette vissée sur la tête, avec la dent en or et la bagousse ici. Il a 69 ans, il va se faire arrêter, menotté dans le dos, et on va retrouver sur son corps 27 hématomes, dont un de 17 cm de diamètre, sur la zone dorso-lombaire à ce niveau-là, parce qu'il aura subi une technique d'immobilisation, c'est ce que nous dira l'expertise médico-légale en la personne du professeur Lecomte. Cette technique consiste à écraser la cage thoracique sur les genoux jusqu'à ce que la mort s'en suive. Il va y avoir une adoxie, c'est-à-dire un manque d'oxygène, et il va décéder sur cette technique d'immobilisation. Rien de nouveau. La mine Dieng, c'est la même affaire. Adama Traoré, c'est aussi une affaire d'étouffement. On a de multiples histoires où on a des techniques d'immobilisation qui amènent à la mort et qui sont d'ailleurs interdites dans plusieurs pays et plusieurs États aux États-Unis, et qui pourtant est encore de mise ici, malgré une circulaire notamment qui avait interdit de cette technique d'immobilisation après la mort d'une personne qui avait été reconduite dans un avion vers son pays d'origine, une personne sans papier, et qui est décédée. Quand je dis rien de nouveau, il faut être très clair là-dessus. On ne vient pas là avec une sorte de fibre hormonale, on est des déjantés, on va absolument faire la peau à l'État français, etc. Ça ne fait pas 30 ans. Ça fait bien plus que 30 ans qu'il existe des discriminations racistes dans ce pays-là et qui se terminent par la mort de quelques citoyens parce qu'ils ont l'accent accroché au visage. Et évidemment qu'il y a des relents coloniaux dans tout ça. Évidemment qu'il y a une toile de fond coloniale dans tout ça. Évidemment qu'il y a des pratiques qui sont d'ailleurs en lien directement avec le colonialisme. La BAC, aujourd'hui, a ses ancêtres dans la police, y compris lorsqu'il s'agissait de surveiller les Algériens pro-indépendantistes. Et si on n'en est pas complètement convaincu, parce que nous sommes militants et militantes, et on pourrait dire qu'ils sont a priori partie prenante, parce que nous sommes toujours victimes de là d'où nous parlons, évidemment, certains sont plus légitimes que d'autres, je vous renvoie vers des lectures de sociologues, des Didier Fassin, ou alors peut-être l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture, qui a rendu très récemment, il y a un an de ça à peine, des travaux sur justement ces violences policières, et on s'aperçoit très clairement, ça a été dit, ça a été décliné ici, ce qu'on entend par racisme d'État, mais sans aucun doute que ça peut se décliner encore a fortiori concernant les violences policières qui sont la quintessence du racisme. C'est l'ultime, si vous voulez, le racisme en soi, il passe par différents modes. On est bien d'accord que les violences verbales en continu sont des formes de racisme. Le harcèlement en bas des bâtiments que subissent les jeunes et les moins jeunes dans les quartiers populaires parce qu'ils sont arabes, noirs, roms ou autres, ce sont des actes racistes évidemment. Mais la mort suite aux violences policières, c'est quand même la quintessence, c'est le bout du bout de l'acte raciste lui-même. Particulièrement quand ces policiers qui sont incriminés, eh bien, s'en sortent parce que ce n'est pas simplement des crimes policiers, il y a une justice qui disculpe derrière, et on a à chaque fois les mêmes scénarios.
Et je me permets, ce n'est pas une parenthèse, parce que lorsque les collectifs se parlent entre eux, là où il y a des morts, on s'aperçoit que le trajet, la trajectoire des familles est la même. Par exemple, sur l'affaire Al-Iziri, mais c'est vrai aussi sur l'affaire d'Adama Traoré, les policiers demandent à ce que le corps soit vite rapatrié vers le bled. En nous expliquant la main sur le cœur, on sait que vous êtes des musulmans, le corps doit être vite, rapidement inhumé. Nous, on a un peu compris, parce qu'on a un peu d'expertise. On dit non, on ne vous donne pas le passeport qui va avec le monsieur. Parce qu'on demande une expertise médicale, justement, sur les raisons de la mort. Parce que c'est ça leur grande angoisse, c'est qu'il y ait une expertise médicale qui puisse se pencher et démontrer que les policiers sont directement impliqués dans la mort. Et quand je dis cela, c'est parce que le scénario est le même, il manque des effets personnels. Dans l'affaire d'Adama Traoré, dans l'affaire Lamine Diagne, dans l'affaire d'Al-Iziri, dans l'affaire de Wissam El Yamni aussi, des chemises, des vêtements disparaissent parce qu'elles portent les stigmates de. Et dans les mêmes histoires, on retourne la situation alors qu'on a clairement une victime, eh bien, il s'agit de la rendre coupable. Et vous l'avez vu concernant, y compris récemment, l'affaire Théo, où on nous explique que ce jeune homme qui a été violé, parce que ça s'appelle comme ça, c'est un viol, même si les policiers ont un autre terme. Parce qu'ils inventent du vocabulaire. Ils sont capables d'inventer du vocabulaire, les flics. Ils ont inventé le terme de... Oui, s'il vous plaît. Ils ont inventé le terme de miol. Miol. Miol, M-I-O-L. Je pense que ça s'écrit comme ça, je ne sais pas s'ils l'écrivent eux-mêmes. Miol, ça signifie, dans leur jargon à eux, un viol mou. Notamment appliqué aux femmes, d'ailleurs. C'est-à-dire que des femmes qui viennent se plaindre dans un commissariat de police parce qu'elles ont été violées, on leur explique, oui, mais vous étiez en soirée, vous aviez peut-être un peu bu, ou alors c'est dans le cadre d'un couple. Autrement dit, les policiers eux-mêmes revisitent la terminologie, mais pas seulement la terminologie, ils revisitent, y compris, parce que c'est ce qui va se passer sans doute pour Théo, ils vont chercher des jurisprudences de malades pour expliquer que finalement, pas simplement la matraque a glissé, ça on avait compris le baratin en question, mais y compris expliquer qu'un viol, c'est plus compliqué que ça. Il faut qu'il y ait l'intention, aller mesurer l'intention en tant que telle chez ce policier en tant que tel, qui a commis l'acte. Autrement dit, vous voyez que dans cette histoire de police-justice, on a des scénarios qui se répètent régulièrement, où on retourne, y compris à terme, la victime pour en faire justement le coupable ou la coupable, parce qu'évidemment, il y a des femmes aussi qui sont victimes dans les commissariats de police dont on parle très très peu. Tant et si bien qu'il y a une personne par mois, au moins, qui meurt, c'est à peu près 15 par an selon la CAT, selon aussi des associations, des collectifs qui surveillent un peu tout ça, 15 personnes par an qui meurent dans les bras de la police, et je parle de personnes qui ne sont pas armées, c'est-à-dire que les policiers ne craignent rien du tout là-dessus. Alors tant et si bien que nous, ça nous invite à nous interroger. Est-ce qu'on a affaire à des bavures policières, à des flics un peu zélés, à des flics qui font mal leur boulot, qui ont mal lu le texte de déontologie, notamment le récent, de janvier 2017 qui vient de sortir, ou est-ce qu'on a un problème d'ordre plus structurel, c'est-à-dire un problème qui est plus fondamentalement lié au génome, j'ai envie de dire, de la police telle qu'elle est constituée en France. Et là aussi, on regarde sans être énervé. On regarde sans qu'il y ait une poussée hormonale de testostérone, de je ne sais quoi. On essaie juste de comprendre. Et ce qui ressort globalement de toutes ces affaires-là, c'est que, fondamentalement, on a dans la police un problème de racisme structurel. C'est-à-dire que les policiers, selon les études sociologiques, pour beaucoup d'entre eux, ne rentrent pas obligatoirement racistes dans la police, mais une fois qu'ils sont rentrés dans la police, le deviennent. Tant et si bien, je répète, dernière enquête du Cevipof sur les enquêtes sur les élections régionales de 2015, 70% des policiers en fonction ont voté Front National. S'il n'y a pas dans cette salle de doute au fait que voter Front National, on a quelque chose à voir avec le racisme, quand même, 70% c'est du lourd, ça ne dit rien des 30% qui peuvent aussi être racistes sans voter Front National. Mais admettons que les 30% ne le soient pas. Mais fondamentalement, ce n'est pas un problème individuel. C'est un problème global, c'est-à-dire que les flics se couvrent entre eux. Il y a une dynamique vraiment très très forte qui pousse vraiment à une racialisation, c'est-à-dire, quand je dis racialisation, il faut comprendre ce que ça signifie. Ne pensez pas que je viens ici réinventer le terme de race, on sait bien ce que ça signifie d'un point de vue biologique, et ce n'est pas de cela dont je parle. Mais il y a une construction sociale des individus en fonction de leur couleur de peau, de leur religion, sur une échelle verticale. Il y en a qui sont en haut, et je le dis tout de suite, il faut se détendre.
s'il t'arrive à toi d'être blanc ou blanche, tu n'as aucune responsabilité là-dedans, il va de soi, ça va de soi. Mais dans cette société-là, les contrôles aux faciès te toucheront moins que ton voisin, ta voisine, ton ami. Statistiquement, c'est indéniable. C'est-à-dire que toutes les études le montrent, et notamment une menée par le CNRS, 2 chercheurs du CNRS, ont démontré très clairement qu'en France, il y avait des contrôles aux faciès, y compris l'État français, a été condamné pour ça. Et M. Valls, parce que c'est Valls, il a fait appel. Il n'est pas content, le monsieur. Eh bien, en novembre 2016, c'est repassé en cour d'appel, l'État français a été de nouveau recondamné. Autrement dit, il faut arrêter de faire du déni dans cette affaire-là. Ce que je suis en train de dire, je le dis, ce n'est pas de culpabilité ou de dimension morale sur le fait d'être noir, arabe, musulman, musulmane, blanc, etc. On a nos identités respectives, multiples d'ailleurs, on n'est pas responsable de quoi que ce soit là-dessus. Par contre, nous vivons dans un système qui hiérarchise les individus les uns par rapport aux autres. Et tant et si bien d'ailleurs que certains atteignent non pas le statut de sous-citoyen, mais on pourrait dire d'un certain point de vue, sans aucun doute, de sous-humanité. Parce que ce qui est arrivé à Théo relève de la sous-humanité, relève d'un acte particulièrement bestial sur une personne qui a été totalement déshumanisée. Et le terme de bamboula, qui a été prononcé d'ailleurs, ce n'est pas une parenthèse, par un syndicaliste de la plus grande importance du point de vue de son syndicat, sur BFM, sans que ça qui dit « Oh, bamboula, c'est un terme acceptable ». Vous entendez? Mais ne doutons pas que dans la police, ça puisse être un terme acceptable. Regardons ce qu'il y a derrière. Et ça en dit long sur le fait qu'il y a une structuration, évidemment, du racisme dans la police. Voilà pourquoi, dans ce pays-là, les policiers sont capables de tuer dans la plus totale impunité, je le dis et je le répète, mais voilà aussi pourquoi, dans ce pays-là, ces mêmes policiers, en plein état d'urgence, sont capables de manifester avec leur uniforme, sans demander l'autorisation. On est quelques-uns à avoir essayé ici. Hein. C'est compliqué, hein, sans autorisation. Hein. Masqués, c'est-à-dire qu'on ne voit pas leur visage très concrètement, sirène hurlante, parce que des fois il y avait les gyrophares, pour demander quoi au gouvernement socialiste? Pour demander d'aligner la présomption de légitime défense sur celle des gendarmes, c'est-à-dire que les flics puissent dégainer aussi rapidement que des gendarmes. Et là aussi, ça en dit long. Alors évidemment, vous êtes au courant, la dernière loi votée par ce gouvernement socialiste, je vous le donne en mille, ce n'est pas l'interdiction des contrôles aux faciès, ce n'est pas le droit de vote des immigrés aux élections locales. Ma mère et mon père, depuis très longtemps, auraient souhaité voter dans ce pays-là. Ça fait plus de 50 ans qu'ils y sont. Ils n'ont toujours pas voté, sauf une exception, parce que ma mère, une fois je l'ai amenée, elle a voté pour moi. Ils n'ont pas compris, je les ai embrouillés. Mais ma mère, c'est la première femme immigrée qui a voté en France. C'est une grande fierté personnelle, familiale et tout ce qu'on veut. Toujours est-il qu'il y a dans ce pays-là, la dernière loi votée, promulguée dans la dernière session parlementaire, eh bien l'alignement des flics sur la gendarmerie, ce qui signifie concrètement, précisément, que les policiers ont les mêmes prérogatives que l'armée, parce que la gendarmerie c'est l'armée, pour pouvoir tirer sur les jeunes et les moins jeunes des quartiers populaires. Ça veut dire concrètement quoi? Ça veut dire que l'ennemi extérieur que l'on s'est construit pour l'armée, eh bien, on construit de la même manière en France un ennemi intérieur pour cette police, et on légitime cette police de manière à ce qu'elle puisse faire ce qu'elle veut comme elle l'entend. Ils nous ont dit aussi, ça c'est encore grâce à ce gouvernement, que les policiers pourront désormais porter des armes, y compris en dehors des heures de service. C'est-à-dire que toi, tu fais tes courses, Super U, on a vu à côté, ou je ne sais pas quoi, n'importe où, tu es avec ton caddie, tout va bien, et tu as un mec ou une femme qui peut à tout moment dégainer son flingue, parce que c'est un policier qui a le droit, en dehors des heures de service, d'avoir son flingue avec lui. Pour nous rassurer, le gouvernement nous a dit, mais attendez, on ne fait pas ça n'importe comment. On ne donne le flingue uniquement aux policiers volontaires, ce qui d'ailleurs nous fait flipper davantage. Parce qu'en vérité, on aurait bien voulu que ce soit un tirage au sort sur cette affaire-là. Alors très concrètement, on vit dans un système où le sécuritarisme a pris une ampleur de malade. Là-dessus s'ajoute bien sûr l'état d'urgence, avec ce que ça peut signifier, et sans doute que Marwan Mohamed en dira quelques mots sur l'impact de l'état d'urgence sur les musulmans et les musulmanes dans ce pays-là. Mais on vit dans une société où la peur est au rendez-vous, où le sécuritarisme est au rendez-vous, et où on peut tuer en toute impunité. Voilà. Et donc ces collectifs de violences policières ont constitué, organisé, structuré
la manifestation du 19 mars pour appeler justement à affirmer notre dignité, non pas que nous n'avons pas, mais il s'agissait de l'affirmer haut et fort, d'exiger la justice pour tous et toutes celles qui sont tombés dans les bras de la police, et évidemment, parce que c'est la particularité du 19 mars, de faire converger, et ça c'est franchement une bonne nouvelle, de faire converger tous et toutes celles qui luttent dans cette société-là pour plus de démocratie, pour plus d'égalité. Il y avait dans cette manifestation-là, en plus des associations d'immigration, en plus de la BAN ici présente, en plus de ceux et celles qui sont victimes des violences policières, du FUQP, du PIR et de beaucoup d'organisations issues de l'immigration, et il y avait évidemment des zadistes, et il y avait évidemment des militants syndicalistes qui se sont fait frapper dessus et réprimés fortement pendant la loi, qui manifestaient contre la loi travail. Et il y avait dans cette manifestation-là aussi des syndicalistes d'Air France, de Goodyear qui ont signé notre appel. Il y avait dans cette manifestation-là aussi des personnes qui, y compris, étaient capables de penser à un autre projet de société. Et c'est extrêmement important, et j'ai envie de dire particulièrement touchant, que ce soit les familles victimes dans leur chair de meurtres racistes policiers qui ont proposé la convergence en direction de tous les secteurs de la société qui voulaient voir un autre projet de société se réaliser. C'est-à-dire une sorte d'entre-soi où on se regarde à égalité, mais pas sur une échelle verticale, avec y compris la question de la répartition des richesses. Et ça, c'est pas rien, du coup, cette marche du 19 mars, qui a réuni aux alentours de 20 000 personnes dans ce pays-là. Et évidemment, une marche en tant que telle, ça ne veut rien dire s'il n'y a pas d'après. Eh bien, on peut dire que l'après se construit ensemble, on structure, on organise dans le cadre des autres mobilisations, mais il va de soi que de là d'où nous sommes, nous regardons d'un regard appétissant ce qui se passe en Guyane actuellement, les mobilisations qui ont lieu, parce qu'on sait bien que leur misère fait résonner la misère de celles et ceux qui vivent dans les quartiers populaires. On sait bien qu'il y a là-bas des laissés-pour-compte, qu'il y a une partie de la population, évidemment parce que c'est une colonie, parce qu'il faut dire ce qu'il en est, en tous les cas historiquement, et certains d'ailleurs demandent de poser le problème dans ces termes-là, eh bien ça provoque des résonances, y compris par rapport à ceux et celles qui ont un parcours autour de la colonisation et qui actuellement, on peut le dire, parce que c'est quand même pas rien, on est en France dans un pays où la nouvelle génération, c'est-à-dire nos enfants et nous-mêmes, eh bien, se sentent, selon leurs critères à eux, moins bien intégrés que des générations précédentes. C'est-à-dire que dans ce pays-là, par exemple, quand on est musulman ou musulmane, eh bien, selon une enquête de l'Institut Montaigne, eh bien, on est plus discriminé dans la recherche de l'emploi, pour trouver un emploi, que ne le sont les Noirs aux États-Unis. Et le racisme à l'égard des Noirs aux États-Unis, c'est une machine de guerre. C'est-à-dire qu'il y a un entraînement, vous comprenez, hein, c'est-à-dire que ça remonte à loin. Donc autant dire que oui, Angela Davis disait, après l'élection de Trump, nous rentrons en résistance, nous avons 1458 jours de résistance. Moi, je n'ai pas fait le décompte sur 5 ans ce que ça veut dire. Je ne sais pas quel est le cheval, la bonne écurie qui va sortir, mais ça sentira mauvais de toute façon pour nous tous. Autant dire du coup qu'on doit, à partir de maintenant, et ça pourrait être d'ailleurs l'appel d'Orléans, ça pourrait s'appeler comme ça, d'entrer en résistance, quelles que soient les couleurs politiques qui demain seront à la présidence, pour dire une chose simple, claire et nette, que notre dignité, elle ne se négocie pas. Nous exigeons l'égalité de traitement dans nos droits et évidemment dans le regard, c'est-à-dire dans la façon de se concevoir les uns les autres. Voilà pourquoi, à notre sens, ce genre de réunion qui a lieu ici, elle a lieu ailleurs. C'est une très bonne chose et il faut poursuivre là-dessus. Voilà. Gardez le micro une seconde, monsieur Slaouti, parce que Mourad avait une question. Juste une précision sur les chiffres Cevipof du vote policier pour le Front National. Je crois que c'est 52%, tu me disais? Non, il ne me regarde pas, Abdelhak. Les policiers, c'était 57%, voilà, de vote. Contre 30% en 2012. Mourad? Très rapidement, alors, je voudrais revenir vraiment rapidement sur la question de cette présomption de légitime défense. Préciser que c'est quelque chose qui n'est pas tombé comme ça du jour au lendemain. J'avais eu, alors sur une affaire justement qui touchait à Jouer les Tours, sur la mort d'un jeune devant le commissariat de Jouer les Tours en décembre 2014, j'avais eu Amal Bentounsi en interview qui m'en parlait déjà, et qui en parlait déjà depuis très longtemps. Amal Bentounsi étant
étant la fondatrice, si ma mémoire est bonne, d'Urgence Notre Police Assassine, et qui a eu son frère assassiné par un policier d'une balle dans le dos, et dont le procès a eu lieu il y a vraiment très peu de temps à Paris. Elle me parlait de cette volonté récurrente des policiers de vouloir obtenir ça. Donc c'est pas, on est en 2014, on est avant les attentats de Paris. Donc c'est pas le cycle des attentats qui a enclenché ce processus, qui répondrait à un besoin. C'est une volonté récurrente, effectivement, notamment d'Alliance Police, Alliance Bamboula, dont vous parliez tout à l'heure, qui le souhaite et l'exige depuis toujours, d'avoir une arme et de pouvoir tirer a priori sans qu'il y ait de menaces réelles. Et donc c'est effectivement un danger certain. Je renvoie également, mais très rapidement, vers les rapports de la CAT, ils sont essentiels. Les rapports de la CAT, donc ACAT sur ces questions de bavure policière, dites bavure, sur les rapports du GISTI également, le groupement qui intervient auprès des travailleurs immigrés, GISTI, je vous invite vraiment à aller voir, ils ont une information récurrente sur ces questions-là et qui dénoncent de manière récurrente. Alors ma question, puisque je suis là pour ça, est-ce que vous estimez qu'il y a, et je pense que Marwan Mohamed pourra aussi y répondre, est-ce que vous estimez qu'il y a suffisamment en France, dans un pays démocratique, phare des pays des Lumières et ainsi de suite, est-ce que vous estimez qu'il y a suffisamment de contre-pouvoirs et je vous dis ça parce qu'à chaque fois qu'il y a une bavure policière, la première réaction du ministre de l'Intérieur, ce qui ne se produirait pas forcément dans un pays scandinave, c'est de prendre fait et cause de manière absolument non éclairée pour les policiers, sans avoir même un commencement de début d'enquête. Est-ce que vous pensez que les contre-pouvoirs sont là ou qu'est-ce que vous espériez comme contre-pouvoir réel à ces dérapages et à ces bavures? D'abord, sur les statistiques, je maintiens, je précise. Enquête du CEVIPOF, régional 2015. Pour les policiers en fonction, c'est 70% des policiers en fonction. Quand on prend l'ensemble policiers et gendarmerie, on se rapproche du chiffre que vous avez donné. Et quant à ce qui est les prochaines présidentielles, puisqu'il faut quand même les dire, c'est environ, je crois, 52 ou 53% des policiers qui s'apprêtent à voter Front National aux prochaines présidentielles. Par rapport à ce que vous évoquez, en effet, ce projet de présomption de légitime défense des flics, c'est dans les tiroirs, y compris du Front National depuis très longtemps, cette affaire-là. Et les flics ont manifesté en 2012, au moment justement, sirène hurlante déjà à cette époque-là, donc aux présidentielles précédentes, c'est-à-dire qu'on avait déjà un coup de pression des policiers à chaque fois au moment des présidentielles pour faire passer le truc, et Sarkozy était évidemment sur les starting blocks pour pouvoir le faire passer. Il se trouve qu'il n'est pas passé lui-même, c'est la seule bonne nouvelle de 2012. Pour le reste, maintenant, c'est très simple. Évidemment que les seuls contre-pouvoirs, il ne faut pas se raconter d'histoire, ce sont les citoyens et les citoyennes qui sont ici devant vous, avec des petits bras pas toujours très musclés, des collectifs pas toujours très anciens, mais en tous les cas qui ont une volonté de se défaire de cette emprise-là. Si vous prenez tous les collectifs autour d'Adama Traoré, autour de Lamine Dieng, autour de Amin Bentounsi, autour d'Aliziri, ceux et celles qui sont dedans, ce sont des citoyens et des citoyennes qui vivent dans le quartier, qui connaissaient la personne, c'est la famille, et qui décident de rentrer dans un rapport de force politique, mais sans aucune expertise précédemment. Autrement dit, je le dis très simplement, c'est parce qu'il y a des collectifs qui se mobilisent, qui donnent de la lumière là où il n'y en avait pas, que l'ACAT est venue ensuite mettre sa lumière. Que des sociologues sont ensuite, parce qu'il y a très peu de travaux sociologiques sur y compris le nombre de morts dans ce pays-là effectués par la police. Donc à mon sens, les premiers contre-pouvoirs, ce sont celles et ceux qui se battent au quotidien sur le terrain. La deuxième chose, je ne l'ai pas dit, excusez-moi, mais c'est important au-delà des victimes, j'ai dit qu'on retournait souvent la victime pour en faire une coupable. Parfois, c'est vrai tout le temps, quand la victime est décédée, vous pouvez voir de manière récurrente, soit elle était alcoolisée, ou alors elle a pris de la drogue, ou alors je ne sais pas quoi, etc. Bref. Mais de manière aussi récurrente, et dans l'affaire de Théo, c'est vrai, mais dans l'affaire d'Adama Traoré, c'est vrai aussi, aujourd'hui, il y a Bagui qui est en prison, Bagui Traoré, plus les frères Camara qui sont en prison. C'est-à-dire que dans différentes... Il y en a un qui est sorti, donc ça arrive que des fois, il y en a un qui sort, mais combien d'années il a purgé aussi avant de sortir? Très concrètement, on culpabilise et on met en prison, on judiciarise les familles elles-mêmes qui ont perdu une personne, tout simplement, comme le dit Assa, elle dit « on m'a dit de faire fermer ma gueule à mes frères, sinon on les mettait en prison ». C'est ce que dit Assa, propos rapportés par les frères eux-mêmes. Ce qui fait dire à Assa Traoré, à juste titre, que ses frères sont des prisonniers politiques. Et elle ajoute aujourd'hui des prisonniers de guerre, parce qu'il y a cette dimension d'ennemi intérieur. Eh bien, voilà pourquoi une des exigences qui doit être portée ici et ailleurs, c'est évidemment la fin des violences policières, mais évidemment la libération de tous ceux et toutes celles qui sont tombés en prison. Je le dis parce qu'on en a pas mal des affaires Fillon et autres aujourd'hui, d'accord? On voit ce qu'ils prennent ou ce qu'ils ne prennent pas en réalité. Quand vous avez une personne sans papier
qui simplement a volé une bûche de chèvre et qui se fait condamner aujourd'hui parce que simplement elle avait faim. Vous avez en même temps des jeunes dans les cités après l'affaire Théo qui ont été condamnés pour délit, soi-disant qu'ils attendaient les flics, etc., mais ils n'ont strictement rien fait, y compris du 6 mois ferme. On n'en parle pas parce qu'on parle de baguettes, etc., c'est important de défendre, mais il y a tous et toutes celles dont on ne parle pas à Bobigny et ailleurs, qui sont aujourd'hui en prison parce que simplement ils se sont opposés à cet État policier, à cet État injuste. Eh bien, ça fait partie de la lutte des collectifs d'intégrer aussi là-dedans la libération de tous ceux et toutes celles qui sont aujourd'hui en prison parce qu'ils ont voulu défendre leur honneur et l'honneur de celui ou celle qui est tombé.